Pour l'intéressement, donc on est pour déterminer le cadre juridique dans lequel on se trouve et à partir de lequel on va rédiger tout ce que vous avez trouvé. C'est la loi, évidemment, d'une part, la partie réglementaire également. Donc là, on est dans le code du travail. Il y a un guide DGT nommé épargne salariale, vous pouvez le trouver sur Internet, c'est facile, qui date de 2014. C'est un document très complet. Il n'est plus tout à fait à jour, il y a quand même plus de 10 ans, mais il sert, c'est encore un point de référence sur un certain nombre de choses. Donc, vous le retrouverez dans un certain nombre de règles. Et la jurisprudence, sachant qu'en matière d'intéressement, il y a quand même deux gros wagons de jurisprudence. Le premier qui va être sur la prime. Donc là, c'est l'URSSAF qui va venir voir l'employeur en disant votre formule de calcul n'est pas bonne et je vais vous redresser. Et le deuxième wagon, c'est plutôt sur les critères de répartition. Donc là, c'est les syndicats ou un salarié qui ne va pas être content du montant de sa prime et qui va aller critiquer la règle de répartition qui a été choisie par les partenaires sociaux, par l'employeur. Au cours de ce webinaire, donc on va voir ensemble le champ d'application. On va aller assez vite. On va voir les mécanismes de mise en place. Le plus important, la formule de calcul. Là, on va sortir du bouquin, on va vraiment essayer de vous donner des clés méthodologiques pour créer une formule de calcul qui est vraiment le cœur de l'intéressement. La répartition et le versement, donc faut bien comprendre en fait que la formule de calcul va déterminer une réserve, un montant, qu'il va falloir ensuite répartir entre les salariés. Et ces clés de répartition, on ne fait pas comme on veut, on ne peut pas choisir tel ou tel. Il faut que ce soit des règles collectives et les déterminer dans les règles. Les dispositifs complémentaires, c'est deux particularités, mais qui peuvent être intéressantes. Le supplément d'intéressement et l'intéressement de projet, très peu connus, mais qui peuvent avoir leur intérêt. Et enfin, quand même la clé, un des éléments centraux, sur lequel on partira très vite, c'est le régime social et fiscal, car les sommes qui sont versées dans le cadre de l'intéressement bénéficient d'exonérations assez conséquentes. Voilà. Donc, on va commencer assez rapidement par le champ d'application du coup de l'intéressement. Donc, premièrement, l'intéressement, c'est un caractère facultatif. L'entreprise n'est pas obligée de mettre en place un dispositif d'intéressement et la mise en place d'un dispositif d'intéressement n'est subordonnée à aucune condition d'effectif. Pour le mettre en place, il faut par contre que l'employeur soit à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel. Donc concrètement, si vous devez avoir mis en place un CSE, il faut que votre CSE soit bien en place et existe, ou alors que vous soyez en mesure de déterminer que vous avez organisé des élections, mais que vous devez disposer d'un PV de carence pour établir l'absence de CSE. Lorsqu'on négocie un accord d'intéressement dans l'entreprise, il faut également aborder la question de l'établissement d'un plan d'épargne salariale, donc qui va pouvoir servir à recueillir les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de l'intéressement. L'intéressement, il peut être mis en place au sein de l'entreprise, mais il peut également l'être au sein d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupe qui est constitué par des sociétés juridiquement indépendantes, mais qui ont établi entre elles des liens financiers et économiques. Petit point par rapport au caractère facultatif, donc la mise en place de l'intéressement est facultative, mais dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, depuis le 1er janvier 2025, si ces entreprises réalisent pendant 3 exercices consécutifs un bénéfice net fiscal, elles doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur et on peut passer du coup par la mise en place d'un intéressement au sein de l'entreprise. Cette obligation, elle existe jusqu'au 29 novembre 2028, mais du coup, il faut bien l'avoir en tête. Les bénéficiaires de l'intéressement sont les salariés, puisque l'objectif de l'intéressement, c'est d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Tous les salariés doivent donc pouvoir en bénéficier et ça comprend du coup également les apprentis et les salariés temporaires dans l'entreprise.
C'est important de répondre à ces conditions, car c'est ce qui permet de bénéficier des exonérations sociales et fiscales attachées à l'intéressement, qu'on verra à la fin du webinaire. Et il est également possible dans les entreprises de moins de 250 salariés de faire bénéficier de l'intéressement aux chefs d'entreprise, aux présidents, directeurs généraux, etc. Voilà, si cette notion d'effectif est remplie. Il est également possible de viser dans l'accord d'intéressement que certains établissements de l'entreprise. Et dans ce cas-là, seuls les salariés qui entrent dans le champ d'application de l'accord bénéficieront de l'intéressement. Dernière possibilité d'adaptation pour les bénéficiaires de l'intéressement, il est possible d'insérer une condition d'ancienneté dans votre accord et qui ne peut excéder 3 mois. Donc c'est facultatif, vous pouvez décider que les salariés, peu importe leur ancienneté, bénéficieront de l'intéressement ou subordonner son versement à une ancienneté au maximum de 3 mois. C'est la seule condition qui permet d'exclure certains salariés du bénéfice de l'intéressement. Pour déterminer cette ancienneté, on vient de prendre en compte l'ensemble de l'ancienneté qui a été acquise au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, qu'elle ait été acquise au titre d'un contrat de travail ou de plusieurs, CDD, CDI, on fait un calcul global. Il découle de cette règle qu'il n'est pas possible de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour apprécier le critère d'ancienneté. Pas possible non plus de subordonner le bénéfice de l'intéressement à une condition de présence effective ou continue du salarié sur la période de calcul de l'intéressement. Pas possible non plus de subordonner son bénéfice à une condition de présence à une date déterminée, par exemple au jour de versement de la prime. Et il n'est pas possible non plus de déduire pour le calcul de l'intéressement les périodes au cours desquelles le salarié ne remplissait pas la condition d'ancienneté. Et comme Colomban le disait en introduction, vous retrouvez un peu toutes ces règles-là dans le guide qui est mis à disposition, mais qui date de 2014. Voilà, donc on va passer à la mise en place. Donc je vais laisser la parole à Colomban sur ce thème. Alors, donc c'est un accord. La première règle que nous donne le Code du travail, c'est de mettre en place la possibilité de mettre en place l'accord d'intéressement par un accord collectif de travail. Et puis, le Code du travail rajoute 3 formes particulières de mise en place, qui sont un accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, un accord conclu au sein du CSE, ou alors un accord conclu à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 du personnel, donc un référendum. On va reprendre tout ça parce que, très honnêtement, à première lecture, même à deuxième ou troisième lecture, ça se recoupe un peu. Mais en creusant un petit peu, on se rend compte qu'il y a quand même des petites variations qui peuvent être très intéressantes pour l'employeur en termes stratégiques pour faire passer son accord. Alors, on va commencer par l'accord collectif de travail. Il y a pas mal de règles, je vous les expose, mais on fera des schémas, ça sera peut-être plus intéressant dans le guide. Un accord collectif de travail, il faut déjà regarder dans l'entreprise s'il y a un délégué syndical. S'il y a un délégué syndical, c'est pas compliqué, il faut négocier avec lui. Et l'accord ne peut passer que si on a la majorité des délégués syndicaux qui signent. Alors quand on dit majorité, c'est leur représentativité dans l'entreprise. Regardez au niveau des élections. Donc soit la majorité, soit une minorité à 30%, mais dans ces cas-là, il faut faire valider l'accord par un référendum dans l'entreprise qui est approuvé à 50% des personnes. Si on n'a pas de DS, donc de délégué syndical, ça va dépendre de la taille de l'entreprise en termes de nombre de salariés. Attention, je vais lister très vite. Moins de 11 salariés, vous pouvez faire un référendum. Attention, le référendum, là, on demande les 2/3 du personnel. Donc l'approbation des 2/3 du personnel. Vous verrez, c'est de l'importance parce qu'en gros, ceux qui ne votent pas, c'est comme s'ils votaient non. Si vous avez de 11 à 20 salariés sans CSE, dans ces cas-là, vous avez le choix, comme pour les entreprises de moins de 11 salariés, de recourir au référendum avec l'approbation des 2/3 du personnel, soit de demander à un salarié dans l'entreprise de se faire mandater par un syndicat. Vous allez voir la CFDT, la CGT, les SUB, ce que vous voulez, pour qu'il soit représentatif au niveau national et interprofessionnel. Donc, simplement qu'il se fasse mandater et il signe l'accord. Et ensuite, vous faites un référendum. Et là, il faut qu'il soit approuvé
à 50%. Si je suis toujours dans une entreprise de 11 à 20, mais que j'ai un CSE, je perds la possibilité de faire un référendum aux 2/3 et j'ai toujours la possibilité de recourir au salarié mandaté plus référendum 50%. Mais je peux aussi conclure un accord directement avec le CSE. Quand on parle d'un accord conclu avec le CSE, c'est avec les titulaires qui représentent au moins la majorité aux dernières élections. On passe de 20 à 50. 20 à 50 salariés, je peux soit recourir à un salarié mandaté plus référendum, toujours 50%, soit conclure directement l'accord avec le CSE. Donc, je perds la possibilité, vraiment, je n'ai pas la possibilité d'avoir un référendum à 2/3. Et enfin, entreprise de plus de 50 salariés sans délégué syndical. Alors là, l'accord, c'est pas terrible. Il faut que vous ayez un titulaire. Ça, c'est un membre titulaire qui se fasse mandater par une organisation syndicale. C'est un peu le même système que le délégué syndical, sauf que la procédure démarre par une lettre recommandée adressée à tous les syndicats. C'est assez beau. Les délégués vont s'appliquer. Ou alors, si ça ne marche pas, un salarié mandaté, et dans les deux cas, il faudra recourir à un référendum à plus de 50. Donc, en gros, si je synthétise, si vous avez un DS, l'accord collectif, c'est une bonne solution, à condition que les négociations se passent bien, évidemment. Si vous n'avez pas de DS et que vous êtes dans une petite structure, moins de 11 salariés, référendum 2/3, de toute façon, c'est la seule solution que vous avez. Sinon, vous êtes entre 11 et 50 avec un CSE, conclure avec le CSE, c'est probablement la meilleure des solutions. Et si vous n'avez pas de CSE, recourir au référendum 2/3. J'insiste, pour l'avoir vécu personnellement, ce référendum aux 2/3, si vous communiquez mal et que les salariés ne votent pas, les 2/3 du personnel, ça va, il faut vraiment enfin, ça ne s'atteint pas comme ça. Ça demande un petit peu de communication, ça demande à vérifier que les gens sont disponibles. Attention aux personnes aussi qui sont en vacances, en congé maladie. Toutes ces personnes sont considérées comme votant non si elles n'ont pas voté. Donc, c'est pas si facilement atteignable, y compris si on parle d'un accord d'intéressement qui, par nature, est plutôt favorable aux salariés. Ça se fait là. Les autres moyens, donc on a parlé de la signature d'un accord avec un représentant d'une organisation syndicale. Ça peut être un délégué syndical, mais ça peut être aussi un salarié mandaté. Vous allez me dire, mais c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, mais sauf que vous n'avez pas de référendum derrière. Donc c'est beaucoup plus intéressant par rapport à un accord collectif de passer par ce moyen-là. Ne pas avoir de référendum, c'est plus simple, mais avoir un référendum, ça a quand même de l'intérêt en termes, on va dire, de communication RH. Ça implique les salariés, c'est une communication supplémentaire sur un accord qui parle de rémunération, donc c'est à valoriser. C'est pas négligeable, mais voilà, si vous voulez éviter de passer par le référendum, signer avec un représentant d'une organisation syndicale, ça peut être une solution. Vous pouvez signer avec le CSE, pareil, la majorité, et par rapport à l'accord collectif d'entreprise classique, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de au référendum. Et enfin, vous pouvez aussi passer directement par la ratification des 2/3 du personnel. Donc pareil, vous allez me dire que c'était une possibilité qu'on avait évoquée, oui, mais uniquement dans les sociétés de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés sans CSE. Pour l'intéressement, vous pouvez recourir à l'accord à la ratification dans n'importe quelle taille d'entreprise, y compris des très grosses. Une seule limite, si vous avez un CSE ou si vous avez des organisations syndicales, vous ne pouvez recourir à la ratification que s'il y a une demande conjointe entre le chef d'entreprise et le CSE et les organisations syndicales. Donc en gros, il faut que tout le monde soit d'accord pour aller à la ratification. En termes de... C'est comment ça fait, quand même, sur une conclusion d'un accord. En termes de matérialité de l'opération, le référendum ou la ratification, ça passe soit par un vote, qui peut être un vote papier ou un vote électronique, qui doit être réalisé selon les règles du code électoral. Donc, si vous êtes dans une petite structure, vous pouvez faire très simplement avec un bureau, voire même une boîte à chaussures. Personne ne va vous embêter là-dessus. Plus vous arrivez sur des tailles importantes, plus il faut se doter quand même d'outils urnes, isoloirs, faire un vrai bureau, ou alors passer par un système de vote électronique.
Euh, une autre solution, c'est de faire émarger directement, c'est prévu directement par les textes. Vous pouvez faire émarger les salariés sur une mise d'émargement ou sur l'accord lui-même. Donc, sur une société de moins de 11 salariés, c'est peut-être quelque chose. J'ai pas fini. Il y a les questions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et je vous promets, je vais très très vite. Moins de 50 salariés. Qui sont assez récentes, qui permettent en fait aux employeurs de recourir à une décision unilatérale sous certaines conditions. Alors, c'est tout ce mélange. Il faut d'abord regarder s'il y a un accord de branche agréé sur l'intéressement. Qu'est-ce qu'un accord de branche agréé? C'est les partenaires sociaux qui, dans la branche, ont négocié un accord d'intéressement type. S'il existe, donc on a la liste, vous aurez la liste dans le guide. S'il existe, et que vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, et que vous voulez recourir à une décision unilatérale, vous ne pouvez que adhérer à cet accord. S'il n'existe pas, il est possible de décider de manière unilatérale de l'intéressement, par d'accord. Mais dans les deux cas, il faut regarder si vous avez des délégués syndicaux ou un comité social et économique. Si c'est le cas, vous ne pouvez recourir à la DUE uniquement s'il y a une négociation et un échec des négociations. Donc, il faudra, en clair, un procès-verbal de désaccord. Et ce n'est pas un papier en l'air, puisqu'il vous sera demandé au moment du dépôt de l'intéressement. C'est d'accord. Juste un point sur l'accord de branche agréé, parce qu'on ne reviendra pas dessus. Agréé, ça veut dire qu'il a été agréé par le ministère du Travail, enfin le service du ministère du Travail. À partir du moment où il est agréé, il y a un avantage, c'est que l'URSSAF ne peut pas remettre en cause le caractère aléatoire de la prime, qui est une des conditions du bénéfice des exonérations de cotisations sociales, qui est quand même un élément clé de l'accord d'intéressement. L'inconvénient, c'est que vous ne faites pas ce que vous voulez. Il faut recourir à un des dispositifs prévus par les partenaires sociaux, sachant qu'en général, il y a quand même un certain nombre de formules. Mais voilà, et pas la souplesse. Super. Donc ensuite, le contenu de l'accord, donc l'accord d'intéressement, vous ne pouvez pas le conclure pour une durée indéterminée. Il est forcément conclu pour une durée qui est comprise entre 1 et 5 ans. Et il doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant sa date de prise d'effet pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales. Donc, cette phrase, elle est un peu compliquée, mais concrètement, ça veut dire que si vous mettez en place votre intéressement avec une période de calcul annuelle et que votre période de référence, elle commence au 1er janvier, ça veut dire que votre accord doit être conclu au plus tard le 30 juin de l'année pour lequel il est mis en place. Ce délai s'impose également si vous concluez un accord ou un document unilatéral d'adhésion lorsque le dispositif d'intéressement est prévu par accord de branche agréé, donc ce dont Colomban vient de vous parler juste avant. Voilà pour ça. Ensuite, la loi prévoit un contenu minimum et obligatoire pour l'accord d'intéressement. Que vous passez par la voie de l'accord ou de la décision unilatérale, il faut retrouver ces éléments dans le texte qui institue l'intéressement. Donc déjà, il faut qu'il y ait un préambule. Le préambule est obligatoire et ils ont indiqué les motifs de l'accord, ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition qui ont été retenus. Le préambule, il est là en fait pour permettre une plus grande transparence dans les conditions de conclusion de l'accord, et permet ensuite aux représentants du personnel qui vont être investis de cette mission de contrôler le respect des intentions initiales des parties, et notamment du coup le calcul de la prime et la manière dont elle est répartie ensuite. Donc, ce préambule il est obligatoire, mais les parties peuvent aussi décider de faire découler toutes ces raisons, ces intentions au fur et à mesure de l'accord. Donc, par exemple, vous expliquerez les raisons du choix des modalités de calcul qui ont été retenues au début de l'article sur les modalités de calcul. Mais il faut que ces informations elles apparaissent dans le texte de l'accord ou de la décision.
Pour le contenu de l'accord, l'URSSAF a mis en place un site internet qui va vous permettre en fait de rédiger ces accords avec un contenu et des clauses qui sont pré-rédigées par l'administration. Donc, c'est une procédure dématérialisée qui est disponible sur le site monintéressement.ursaf.fr. Si vous rédigez votre accord avec ce site et que vous ne modifiez pas les clauses telles qu'elles ont été rédigées par l'URSSAF, les exonérations sociales et fiscales sont en fait sont sécurisées dès le dépôt de l'accord. Donc, c'est un avantage, mais c'est aussi, ça peut aussi être un inconvénient parce que l'URSSAF, par exemple, elle n'a prévu que 2 formules de calcul pour ce cas précis. Donc, vous pouvez instaurer un intéressement que par rapport à une progression du chiffre d'affaires ou par rapport à votre résultat courant avant l'impôt. Donc, ce qui est un peu réducteur par rapport à la liberté de choix dans la formule de calcul qu'on a et qu'on évoquera ensuite. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Donc toujours dans le contenu de l'accord, donc il y a un contenu obligatoire et ensuite on peut enrichir le contenu de l'accord ou de la décision, mais pas n'importe comment. Donc votre accord d'intéressement, il doit déterminer la période pour laquelle il est conclu, les établissements qui sont concernés, si vous prévoyez d'attribuer de l'intéressement seulement à certains établissements, les modalités qui sont retenues, les modalités de calcul, les critères de répartition, les dates de versement, les conditions dans lesquelles le CSE ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens pour contrôler l'application de l'accord, les procédures pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord et les modalités d'information de chaque bénéficiaire. Donc ça, c'est un contenu minimal et il est important de le respecter pour pouvoir bénéficier des exonérations attachées à l'intéressement derrière. Il est également possible, dans votre accord ou votre décision, d'apporter des adaptations, des précisions par rapport aux dispositions légales. Donc là, on va rentrer dans le contenu qui est facultatif et ça peut être, comme je le disais au début du webinaire, le fait d'instaurer une condition d'ancienneté pour bénéficier de l'intéressement dans l'entreprise. Ou alors la possibilité de verser des avances au cours de la période de calcul et de ne pas attendre la fin pour verser la prime aux bénéficiaires. En revanche, il est par exemple interdit de prévoir des clauses de renonciation individuelle parce que ça porte atteinte au caractère collectif de l'intéressement. Il n'est pas possible de prévoir non plus des clauses de dénonciation qui portent atteinte au caractère aléatoire de l'intéressement. Et dans le même sens, une clause qui prévoirait la suspension de plein droit de l'exécution de l'accord n'est pas possible non plus. Il n'est également pas possible d'insérer des clauses résolutoires qui prévoient la caducité de l'accord, sauf dans certains cas, par exemple, si elles sont liées à la survenance d'un événement de force majeure. Donc, une fois qu'on a prévu tout ce contenu de l'accord, il faut le déposer. Il y a des règles assez strictes qui sont prévues pour l'intéressement que Colomban va vous expliquer. On a un petit code. C'est le petit point que vous voyez en bas à droite. Non, bah, c'est pas, enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est des listes. Hein. Donc, les documents, pardon, l'intéressement, d'accord, une fois qu'il a été signé, il faut le déposer sur le site de Téléaccord. Donc, le même que pour les accords de collectif de travail. Sachant qu'on va vous demander une liste de documents, on n'est pas que d'accord. Et cette liste de documents va dépendre des modalités de conclusion de l'accord. Par exemple, si vous avez conclu un accord au sein du CSE, on va vous demander le procès verbal de séance. Bon. On ne va pas détailler, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sachant que si vous faites vos accords sur l'URSSAF ou sur IMEMS, ils sont listés en fonction des choix de conclusion. Il y a quand même un point important sur le dépôt de l'accord qui va avec la date de conclusion. C'est la slide suivante. Ouais. Il faut avoir déposé l'accord dans les 15 jours qui suivent la date limite de conclusion de l'accord. Donc, dans les 15 jours qui suivent la moitié de la période sur laquelle est établi l'intéressement. En général, l'intéressement est établi du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il doit être signé avant le 30 juin au plus tard et doit donc être déposé le 15 juillet au plus tard. Si vous ne respectez pas ces dates, l'administration pourra remettre en cause de façon privée le bénéfice des cotisations, des exonérations de cotisations sociales et d'impôts.
Si jamais il y a des erreurs dans l'accord, enfin, si l'administration considère qu'il y a des erreurs, elle notifie l'employeur qui dispose d'un délai de 3 mois. Enfin, elle a 3 mois pour notifier. Pardon. Non, c'est ça. 3 mois pour notifier. Et donc, l'employeur a un délai pour mettre en conformité son accord et ça ne remettra pas en cause le bénéfice des exonérations sociales. Le mieux, c'est quand même de s'assurer dès le démarrage que la règle de calcul est bonne et qu'on n'a pas enfin, les deux problèmes qui surgissent en général, c'est pas en général, c'est tout le temps, c'est le caractère collectif de l'accord ou l'aléa de la formule de calcul ou des conditions d'application. Ouais. Il y a plus intéressant. L'accord d'intéressement, il doit également instituer un système d'information du personnel. Donc, on va au-delà du seul fait de mettre à disposition l'accord des salariés pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Donc, on tient un exemplaire à jour à disposition des salariés quand même, mais il faut également que l'accord d'intéressement fasse l'objet d'une note d'information qui va reprendre le texte de l'accord et être remise à tous les salariés de l'entreprise, y compris à tout nouvel embauché. Donc pour leur permettre d'en prendre connaissance et de connaître toutes les clauses de l'accord. L'accord d'intéressement, il doit également prévoir un système de vérification des modalités d'exécution de l'accord. Donc, il va être suivi, l'application de l'accord va être suivie par le CSE ou une commission spécialisée créée par lui lorsqu'il existe un CSE dans l'entreprise, ou à défaut, on pourra faire effectuer ce suivi par une commission ad hoc avec des salariés qui vont représenter représentants des autres salariés. Ce suivi, c'est un vrai contrôle. Donc, il faut que l'accord d'intéressement permette aux représentants du personnel d'avoir les informations qui sont nécessaires pour suivre les conditions d'application des clauses du contrat. Ils doivent être en mesure de vérifier l'exactitude des calculs, notamment de la prime globale d'intéressement, et également de pouvoir vérifier si les modalités de répartition prévues dans l'accord ont été clairement respectées lors de l'attribution des primes. Donc, c'est un vrai suivi qui est mis en place et ce n'est pas uniquement à la volée comme ça. L'accord d'intéressement peut également être modifié ou dénoncé. Donc, il peut l'être par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion. Mais il y a une petite nuance. Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que la conclusion, elle est rendue impossible par la disparition d'un ou de plusieurs signataires d'origine, dans ce cas-là, l'accord pourra faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités de droit commun de conclusion d'un accord d'intéressement, qui sont toutes celles que Colomban vous a énumérées au début du webinaire. L'avenant de modification de l'accord d'intéressement, il doit être déposé dans les mêmes conditions que l'accord lui-même, donc via téléaccord. Et pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation de l'accord doit, elle, être déposée dans le délai de dépôt d'un accord d'intéressement, donc dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion de l'accord. Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, donc il y a une notion centrale sur l'intéressement, et comme l'accord d'intéressement lui-même, la signature d'un avenant qui va modifier la formule de calcul, elle ne peut intervenir que dans les 6 premiers mois de l'exercice au cours duquel il doit prendre effet, ou avant l'expiration de la première moitié de la première période de calcul, si vous prévoyez une période de calcul qui va être inférieure à l'année. Pour les avenants de mise en conformité réclamés par l'administration dans les délais qui ont été exprimés avant, cette règle ne s'applique pas. Ouais, tout simplement. Votre accord d'intéressement peut également contenir une clause de tacite reconduction, donc pas obligatoire, mais vous pouvez le prévoir. Dans ce cas, si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier l'accord ne demande de renégociation dans les 3 mois précédant la date d'échéance de l'accord, il peut être renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la première durée de l'accord. Ce renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. Par contre, si une demande de renégociation parvient
parvient dans le délai que je viens d'indiquer, la tacite reconduction elle est interdite et dans ce cas-là, il faudra obligatoirement passer par un nouvel accord d'intéressement. L'accord d'intéressement, il peut aussi être impacté par une modification dans la situation juridique de l'entreprise. Donc, par exemple, quand il y a une fusion ou une scission, qui nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement, il se poursuit ou alors il peut être renouvelé selon des modalités de droit commun. Si la modification dans la situation juridique de l'entreprise rend impossible l'application de l'accord, l'accord il cesse de produire ses effets entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification. Je vais juste donner une précision pratique. En fait, dans la plupart des cas, l'impossibilité est matérialisée immédiatement par la simple réalisation de fusion. Exemple, vous avez pris comme critère le chiffre d'affaires. Bah, le chiffre d'affaires de la société A, c'est plus le chiffre d'affaires de la société A plus B. Enfin, on n'a jamais vu un accord qui survive, en fait, dans un mécanisme de fusion ou scission. Okay. Et donc, du coup, dans cette hypothèse-là où l'accord ne serait plus applicable, soit le nouvel employeur il est déjà couvert par un accord, et dans ce cas-là, les salariés transférés vont pouvoir bénéficier de cet accord, pardon. Ou s'il n'existe pas d'accord d'intéressement applicable dans la nouvelle entreprise, il faut engager des négociations dans un délai de 6 mois en vue de la conclusion d'un éventuel nouvel accord. Mais la conclusion d'un nouvel accord n'est pas obligatoire, il faut juste avoir négocié. C'est pas obligé de parvenir à un accord. Voilà pour toutes les règles un peu sur les différentes clauses de l'accord. Maintenant, on va passer un peu dans le vif du sujet, donc la formule de calcul. Je vais essayer comment. Alors, on va vous donner une méthodologie parce que les règles sont en fait relativement simples. Je vais vous les résumer, mais en clair, en clair, il faut que la formule de calcul soit aléatoire. Donc, il faut qu'au moment où vous concluez l'accord, on ne soit pas certain que la formule conduira à un droit au versement à l'intéressement. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, on est sur un chiffre d'affaires, on conclut un accord au mois de mai. Il ne faut pas que le seuil qui soit indiqué sur la formule de calcul soit déjà atteint au moment de la signature. Et ça, je pourrais considérer le caractère aléatoire de l'accord. La deuxième règle, c'est le caractère collectif. Dans la définition des règles, il ne faut pas que ça conduise à exclure telle ou telle catégorie de salariés. En dehors de ça, on peut faire à peu près ce qu'on veut, sachant que, c'est encore une règle importante, qui peut être importante, il faut se référer soit aux résultats, soit à des indicateurs de performance de l'entreprise. Il y a des tolérances au niveau des groupes, par exemple, une filiale peut prendre en compte la holding peut prendre en compte les résultats d'autres sociétés de groupe. Par contre, on ne pourra pas sortir du groupe pour prendre en compte sur des indicateurs qui vont être liés à, je sais pas moi, l'état du marché, de la situation économique du pays ou le chiffre d'affaires de notre entreprise. Donc, ça a l'air de rien, mais quand même, de temps en temps, on aimerait. On vous donne une méthode. Alors, première méthode, il faut déterminer les objectifs qui sont poursuivis pour la mise en place de l'intéressement. Pourquoi vous mettez en place l'intéressement? Ça peut être pour motiver les salariés. Donc, on peut être dans une mécanique de renforcer l'engagement collectif, de fidéliser le cadre. Je ne sais pas, vous avez beaucoup de turnover, vous avez besoin de réduire, vous voulez améliorer le climat social. Enfin, peu importe. On est dans une optique de motivation. Vous pouvez souhaiter agir sur les comportements. Par exemple, vous constatez que au niveau de la production, ça ne suit pas les délais. Vous pouvez mettre des indicateurs sur, on va essayer de récompenser les salariés si les délais sont respectés. Dans la même ordre d'idée, ça peut être améliorer la qualité, améliorer la sécurité. Il y a un certain nombre d'accords, par exemple, qui vont avoir des ratios sur les actions de travail. Pourquoi pas? Ça peut être des indicateurs RSE, ça peut être l'augmentation du chiffre d'affaires, ça c'est classique. On va chercher à améliorer la rentabilité, donc on ne peut pas juste faire dans ce cas. Maîtrise des coûts, optimisation de la productivité, ça peut être piloter un projet stratégique qui soit levé à terme dans des délais prévus, ça peut être
accélérer une mutation, je sais pas, la digitalisation de votre entreprise, ou de contrat de travail, par exemple, ou soutenir un plan de redressement, ça peut être aussi mis en place dans des situations moins favorables. Donc, motiver les salariés à agir sur le comportement, ça peut être aussi un but d'optimiser la rémunération des salariés. Alors, juridiquement, attention, l'intéressement n'est pas de la rémunération. Et justement, c'est un des critères sur lequel l'URSSAF peut venir vous retoquer pour remettre en cause l'exonération. Mais dans les faits, ça fait partie quand même d'un package de rémunération au sens large du terme, dont une partie va être exonérée de cotisations sociales. Donc, ça peut rentrer aussi dans les objectifs de l'employeur, enfin, des partenaires sociaux. Dernier objectif, alors il y en avoir d'autres, mais ce qu'on voit en général, ça peut être simplement de répondre à une obligation légale. Parce que la loi, dans certains cas, vous fait obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur au sens large du terme, participation, PPV ou intéressement dans l'entreprise. Alors, si c'est l'objectif, trouvez-en un autre, hein, vous devez pas mettre ça dans l'accord, évidemment. En fonction de vos objectifs, donc pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui va conditionner toute la suite de la définition de la formule d'intéressement. Il va falloir, à partir de ces objectifs, déterminer si on est sur des indicateurs qui vont être liés aux résultats ou liés aux performances de l'entreprise. Je m'explique, le résultat, ça va par exemple être le chiffre d'affaires. Je veux faire progresser les ventes dans l'entreprise, ou le chiffre d'affaires est un bon indicateur dans mon entreprise, je serai sur un critère lié au résultat. Je veux, on parlait d'améliorer la sécurité de l'entreprise, donc là, je vais te cliquer sur un indicateur qui va être lié aux performances. En fait, il n'y a pas beaucoup d'objectifs. Enfin, c'est la définition que vous mettez derrière. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de la rédaction de la clause. Étape 3, vous allez déterminer les indicateurs qui vont être liés aux objectifs que vous poursuivez. Ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être le bénéfice, voilà. Ensuite, il va falloir corriger souvent ces indicateurs parce qu'ils ont tous leurs inconvénients. Donc, ça peut être mettre en place un seuil, par exemple, ou un plafond. Il va falloir définir tout ça, mettre des paliers, mettre des montants, traduire le calcul de la prime par des pourcentages. Et enfin, pourquoi on met ça là? Je ne sais pas, on va peut-être passer sur le logiciel directement, ça sera clair. Oui. J'en profite pour vous montrer la mécanique. Donc, tout ce qu'on est en train de vous raconter, c'est la Bible, elle est là. Donc, par exemple, on parlait de la formule de calcul. Les règles sont celles-ci, toujours avec la source. La procédure vous permet donc de déterminer très rapidement dans quel cadre vous allez faire votre procédure. Je ne sais pas, sur un accord ou grosse ratification posée par l'employeur. Quelques paramétrages, mais qui vont vous donner ensuite les calendriers qu'on verra. Et surtout, le plus important, donc, la définition, la rédaction de l'accord. On l'a dit tout à l'heure, en B, je cite ça peut être des choses très vagues. Hein. L'important, c'est qu'il y ait un objectif. Mais si vraiment votre accord est travaillé, c'est la base de votre communication aux salariés. Le préambule est important. Ce n'est pas juste à répondre à une obligation légale. Et puis, on va aller directement sur le calcul ici. Donc, comme je vous ai dit, vous allez déterminer des objectifs. En fonction des objectifs poursuivis, on va être sur le résultat, sur la performance ou sur la combinaison d'indicateurs relatifs au résultat et à la performance. En fait, vous avez la possibilité de prendre un indicateur, 2 indicateurs, 10 indicateurs. Vous faites comme vous voulez. L'avantage d'en prendre plusieurs, c'est que vous allez pouvoir cibler en fait certaines unités de travail. Il est possible, par exemple, je vais prendre le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est intéressant pour une équipe de vendeurs. Par contre, à la production ou au support, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça ne va pas trop leur parler. Donc, vous pourriez très bien mettre en place un indicateur sur le chiffre d'affaires pour l'équipe commerciale et un indicateur sur la qualité pour le support, par exemple. Alors,
plus vous multipliez, plus vous allez affiner, vous allez coller en fait au travail de vos salariés, mais vous allez perdre en lisibilité. Donc c'est toujours à pondérer. Un accord d'intéressement avec juste un chiffre enfin un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé, par exemple, avec un seuil plafond, les gens ils vont comprendre tout de suite. Un accord avec une dizaine d'indicateurs, très honnêtement, alors, déjà, il va y avoir un problème de communication, un problème de compréhension pour certains. Et puis, les gens peuvent aussi se sentir désinvestis en se disant, sur 10 indicateurs, il y en a une qui ne me concerne pas. Donc, en fait, moi, mon interaction sur le résultat est quasiment nulle. Et vous n'obtenez pas l'engagement que vous souhaitez en mettant en place l'accord. Donc voilà, il n'y a pas de règle. Hein, c'est à pondérer en fonction de la taille de l'entreprise, de vos services, si vous avez des établissements, des salariés. Quand vous êtes sur les résultats, on parle en général de résultats que vous trouvez dans le compte de résultat, éventuellement le bilan. Donc chiffre d'affaires, donc là on descend en fait, hein, le résultat, chiffre d'affaires, résultat d'exploitation, résultat courant avant impôt, bénéfices, etc. Je donne juste quelques exemples, hein, mais ça a un impact. Par exemple, si je suis sur le chiffre d'affaires, ça veut dire que l'intéressement va être impacté par le résultat financier, donc toutes les opérations d'acquisition, par exemple, qui ne sont pas forcément liées à l'activité directe des salariés, il va y avoir aussi de l'impôt, et vous risquez de devoir verser de l'intéressement, y compris si vous êtes en déficit. Donc, dans certains cas, ça peut être plus intéressant, par exemple, de prendre le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, vous allez prendre en compte le chiffre d'affaires, mais également ce que vous avez dû dépenser pour acquérir ce chiffre d'affaires. Donc là, on sera sur un critère qui sera plus proche de la production. Ça peut être le résultat courant avant impôt. Là, vous allez intégrer les fluctuations financières de l'entreprise. Et vous pouvez aller directement sur le bénéfice si c'est pas long dans l'entreprise. Mais voilà, l'intéressement des salariés va être impacté par les opérations financières, par l'impôt, qui n'ont pas forcément, qui sont pas du tout forcément, qui sont pas en lien normalement avec leur activité. Donc à vous de voir, en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Je vous donne, c'est vraiment des grandes lignes, hein, mais par exemple une start-up, on sera en général sur du chiffre d'affaires. On est dans une mécanisme de croissance rapide. On a des investisseurs, on dépense sans compter, ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires. C'est le meilleur indicateur. On est sur une usine établie depuis plusieurs dizaines d'années, produit nature. Le résultat d'exploitation, ça sera peut-être plus adéquat parce qu'on va prendre en compte aussi la dépense. Là, on est sur des résultats. Oui, je suis descendu. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, hein, en fonction de votre activité et de là où vous voulez appuyer. Hein, ça peut être le coût d'acquisition client, les fidélisations, les abonnements, la famille récurrent. Enfin, vous imaginez ce que vous voulez et vous pouvez les définir vous-même. La définition est très importante. N'oubliez pas l'URSSAF. L'URSSAF est là pour se déterminer si on est bien sur quelque chose qui est aléatoire. Donc, quelque chose qui est aléatoire suppose qu'il soit bien défini. En général, on vous recommande de choisir des choses simples et qui soient indiscutables, y compris vis-à-vis des syndicats et des salariés. Le chiffre d'affaires, faites référence à la suite fiscale, à la ligne F, la FM, on propose une rédaction chaque fois. De sorte que personne ne puisse discuter le chiffre qui est indiqué. Ça a l'avantage d'être validé par le commissaire aux comptes, l'expert comptable, par l'Assemblée générale des associés. En général, vous êtes sur quelque chose de relativement solide. Si vous ne prenez pas des éléments du compte de résultat ou du bilan, dans ces cas-là, définissez-les le mieux possible, si possible à partir d'outils internes, qui peuvent être un logiciel CRM, ce que vous avez. Je parlais de correcteur tout à l'heure. Quand vous mettez en place un indicateur, en général, c'est pas parfait. Je parlais du chiffre d'affaires, un exemple. Hein, mais le chiffre d'affaires, il démarre à 0, donc vous n'allez pas verser l'intéressement dès que vous avez du chiffre d'affaires. Mettez un seuil.
Toujours sur le chiffre d'affaires, vous souhaitez ne pas verser, enfin, on ne sait pas ce qui peut arriver. Vous pouvez avoir des résultats exceptionnels négatifs importants qui viennent obérer le résultat final, le bénéfice. Pour autant, vous avez un bon chiffre d'affaires. Ben, ça vous mettra en difficulté de verser l'intéressement. Vous pouvez mettre euh, un- une condition dans le seuil de déclenchement en indiquant que l'intéressement est conditionné à un bénéfice positif ou supérieur. Voilà. Ensuite, il va falloir définir la prime, qu'est-ce que vous allez verser. En règle générale, soit vous mettez un pourcentage, une linéarité, je sais pas moi, parce que à partir du moment où on atteint 100 000 euros de chiffre d'affaires, on verse 0,02% du chiffre d'affaires, donc pot commun, qui sera ensuite réparti entre les salariés. Solution. Vous pouvez aussi mettre des paliers. Les paliers, ça va être entre le chiffre 1 et le chiffre 2, on va verser tant. Et si on atteint le chiffre 2, on va verser tant, etc. L'avantage, c'est que c'est plus visible. On voit en fait le montant directement dans l'accord et c'est plus parlant pour les salariés. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas de. Enfin, il y a des effets de seuil que vous pouvez gommer, par exemple, en définissant la prime par rapport à un pourcentage, par rapport à un indicateur. Donc, bon, je vois le temps qui tourne. En fait, il y a plein de mécanismes en fait qui vous permettent d'agir sur votre objectif. Hein. N'oubliez pas motiver les salariés ou agir sur un comportement, sachant que plus vous en mettez, moins ça sera visible et vous allez perdre l'effet que vous souhaitez. Je vais là parce que je peux en parler des heures, mais. Ouais. Euh, donc, une fois qu'on a déterminé la formule de calcul, on attend la fin de la période de calcul, on calcule cette fameuse prime, et ensuite, il faut la répartir entre tous les bénéficiaires de l'intéressement. L'intéressement, il peut être réparti de manière uniforme entre tous les salariés, donc tous les bénéficiaires perçoivent la même somme, et on peut également le répartir en fonction de la durée de présence des salariés ou du salaire. Donc la durée de présence, on va prendre en compte toutes les périodes qui sont légalement assimilées de plein droit du temps de travail effectif et également celles qui sont assimilées comme telles par la loi. Donc par exemple le congé maternité, le congé d'adoption, les périodes de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir pondérer par rapport à ça ou aussi répartir par rapport au salaire. Donc, dans ce cas-là, il faut que dans l'accord, on définisse clairement la notion de salaire retenu. Donc, ça peut être soit le salaire qui est effectivement versé aux salariés au cours de la période de calcul, soit le salaire de référence qui correspond à la rémunération habituelle des salariés, qui va donc exclure les primes exceptionnelles, etc. Dans tous les cas, la définition qu'on retient, elle ne peut pas faire obstacle aux dispositions qui sont applicables aux périodes de congé maternité, paternité, etc. Pour toutes ces périodes-là, il faudra prendre en compte les salaires qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il avait été présent dans l'entreprise. On va réduire le salaire en fonction de ses absences. Il est également possible de prévoir un salaire plancher et un salaire plafond pour la répartition. Donc, un salaire plancher, on va par exemple décider que le salaire minimum qui sera pris en compte pour chaque bénéficiaire, ce sera 1 800 euros. Et à l'inverse, un salaire plafond, on va réduire le salaire et dire qu'on prend en compte que jusqu'à un certain montant. Et ça permet du coup de rééquilibrer et de corriger les écarts de rémunération dans la répartition de l'intéressement. On peut répartir l'intéressement par rapport à un seul de ces critères ou on peut combiner ces critères. Et dans ce cas-là, ça va se traduire par un pourcentage dans l'accord parce qu'il faut que la répartition soit proportionnelle. Donc, on pourra faire 50% par rapport à la durée de présence et 50% par rapport au salaire. Donc, on répartit tout ça, sachant qu'en répartissant du coup la prime par bénéficiaire, pardon, il ne faut pas atteindre le plafond individuel. Un bénéficiaire ne peut pas percevoir plus que 75% du plafond de la sécurité sociale au titre de sa prime d'intéressement. S'il reste une partie de la prime à répartir, une fois qu'on a appliqué les critères de répartition définis dans l'accord, l'accord peut prévoir qu'on va répartir le reliquat. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est possible. Et dans ce cas-là,
On répartit en appliquant les mêmes critères de répartition et en faisant attention de ne pas dépasser le plafond individuellement. Voilà, donc une fois que nous avons réparti. On va aller très vite. Bon, vous avez l'obligation d'informer les salariés, évidemment, du montant de l'intéressement, des modalités d'affectation. En gros, soit vous payez, soit vous pouvez bénéficier d'un versement sur un plan d'épargne d'entreprise qui doit être mis en place par un employeur. C'est pas une obligation. Dans l'avantage de la mise en place sur un plan d'épargne d'entreprise, c'est les exonérations fiscales pour les salariés. L'inconvénient, c'est une période de blocage. Ouais, un point important quand même, l'intéressement. Il faut avoir conscience que l'intéressement est versé sur une période. Vous allez faire les comptes à la fin de la période et puis ça prend un peu de temps parce qu'en général, vous êtes sur les résultats, donc il faut que les comptes soient validés. Donc on est en général au mois de mai pour l'année précédente. Ça veut dire que tous les salariés qui sont partis dans l'intervalle, dont vous avez certainement oublié le nom parce que ça fait peut-être un an qu'ils sont plus dans l'entreprise, il faudra leur verser de l'intéressement. C'est une petite mécanique un peu désagréable. C'est à moi. Donc l'intéressement, les dates de versement de l'intéressement doivent être précisées dans l'accord, donc assez rapidement parce qu'on l'a un peu déjà évoqué, mais par exemple si vous calculez votre intéressement sur une période de référence d'un an, c'est le dernier jour du 5e mois, donc l'intéressement doit être versé au plus tard le 31 mai. Et on adapte cette période si la formule de calcul dépend d'une période qui est inférieure à l'année. On peut également verser de l'intéressement, des avances sur intéressement. Donc ça, il faut que l'accord le prévoie. Et dans ce cas, l'employeur doit informer le salarié de cette possibilité. Ensuite, le salarié doit donner son accord, souvent dans un délai de 15 jours. S'il ne le fait pas, on ne peut pas considérer qu'il accepte, donc l'employeur ne peut pas verser d'avance au titre de l'intéressement. Bon, après, vous retrouverez de toute façon tous ces éléments détaillés dans le guide qu'on vous enverra. L'affectation sur un compte d'épargne, on vous l'a déjà exposé. Alors, en plus de l'accord d'intéressement classique dont on vient de vous parler, il est possible de mettre en place d'autres dispositifs qui vont venir le compléter, donc le supplément d'intéressement et l'intéressement de projet. Le supplément d'intéressement, il va permettre à l'employeur, par décision unilatérale, lorsqu'il a déjà attribué de l'intéressement à ses salariés au titre d'une année, d'attribuer un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos. Donc, s'il a eu des super résultats au cours de l'année de référence. Dans ce cas, il faut que l'entreprise ait déjà été couverte par un accord d'intéressement au titre de l'exercice clos et qu'en application de cet accord, des sommes aient été effectivement versées aux salariés. Ça peut être aussi une stratégie pour l'employeur pour garder la main, le montant qu'il a distribué. En fait, il peut s'arranger pour que l'intéressement se déclenche relativement facilement, mais sur un petit montant qui vient compléter comme il le souhaite. L'inconvénient de cette stratégie, c'est que on donne aucune visibilité pour les salariés. Ça intervient un peu postérieur. L'intéressement de projet, c'est quelque chose de très particulier. Il faut déjà verser l'intéressement classique, mais en plus de ça, vous avez un projet, je sais pas, vous avez une chaîne de voiture, et elle est toute belle. Il faut absolument qu'elle soit prête dans 2 ans. Vous pouvez très bien caler un intéressement sur la finalisation de ce projet. Et alors, rapidement pour terminer, donc, toutes les règles qu'on vient de vous évoquer sont très importantes car, vous l'avez compris, elles conditionnent les exonérations sociales et fiscales qui sont liées à l'intéressement, ce qui est quand même l'un des intérêts principaux de la mise en place d'un tel dispositif. Donc, pour le régime social, les sommes qui sont versées aux bénéficiaires au titre de l'intéressement, elles sont exclues de l'assiette des cotisations sociales. En revanche, elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS et au forfait social pour les entreprises d'au moins 250 salariés. Il n'y a pas de forfait social en dessous de cette condition d'effectif. Pour bénéficier de ces exonérations, vous devez donc avoir respecté les règles qu'on a indiquées et également la règle de non-substitution à un élément de salaire, c'est-à-dire que l'intéressement ne peut pas venir remplacer un élément de rémunération. Ouais, alors faites attention à ça parce que, par exemple, vous versez un 13e mois. Il y a des mécanismes, en fait, en jouant bien avec la formule de calcul et la répartition, on peut arriver à distribuer un 13e mois, donc il va se retrouver exonéré. Mais bon, ça, c'est aussi vous venez de supprimer votre 13e mois et que vous mettez en place la même chose dans l'intéressement. Voilà, un agent un peu zélé pourrait essayer de remettre en cause l'exonération sur ce principe-là.
Donc voilà, et régime fiscal, donc les sommes perçues au titre de l'intéressement sont en principe assujetties à l'impôt sur le revenu, sauf quand elles ont été placées sur un plan d'épargne dans un délai de 15 jours et selon les règles que Colombier vous a indiquées. Donc c'est un peu ça, c'est un avantage pour du coup les bénéficiaires. Et les entreprises peuvent également déduire des bases qu'elles retiennent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, le montant des sommes qui ont été versées aux bénéficiaires en application de l'accord. Donc voilà, un régime social et fiscal qui est quand même avantageux. Marche au but, hein. Voilà, c'est un peu le but. Et c'est tout ce qu'on voulait vous partager sur Internet. Sinon, vous retrouverez de plus amples détails dans le guide, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, à les farfouiller dedans. Oui. Ok, il n'y a pas d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir se quitter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter si le cœur vous en dit et que. Ah, très bien. Et ben, merci pour votre attention et puis bonne journée. Bon appétit.